L'énergie, tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait ce que c'est que l'énergie mécanique, l'énergie nucléaire avec les centrales nucléaires, l'énergie chimique avec des réactions chimiques, l'énergie thermique, etc., etc. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Si tu devais définir ce que c'est, tu aurais bien du mal. Et pourtant, c'est un concept qui est très utilisé en physique. Mais avant de parler d'énergie, il faudrait parler d'une autre notion, c'est la notion de travail, très importante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un travail en physique? Eh bien, imagine que tu veuilles rentrer des pierres qui ont été chauffées lors de la journée, tu vas les rentrer dans ta grotte. Parce que tu es un homme des cavernes, d'accord? Et tu veux rentrer des pierres dans une grotte. Le problème, c'est que c'est difficile de soulever ces pierres et les trimballer de l'extérieur à l'intérieur de la grotte. Ça te demande un certain travail, d'accord? Et le travail, c'est fatigant. Donc le travail, ça consiste tout simplement à exercer une force sur un objet et le pousser sur une distance, ou le tirer sur une certaine distance, tu vois. Donc tu as des pierres, tu forces, ou tu les tires, ou tu les pousses pour les rentrer dans la grotte. Le problème, c'est que ça te fatigue. Donc ce que tu vas faire, tu vas imaginer un dispositif très simple, dans lequel tu vas mettre les pierres à soulever ou à trimballer, tu vas les mettre dans un plateau, d'accord? Ce plateau va être tiré par une corde, la corde est reliée à une poulie, et la poulie est reliée elle-même par une corde à un filet qui contient des pierres. Alors, sous l'effet de la gravité, les pierres qui sont dans le filet vont tomber et vont entraîner avec elles le plateau qui, de ce fait, va rentrer dans la grotte. Donc, en fait, tu as réussi à effectuer un travail, mais c'est pas toi qui l'as fait, en fait, ce travail. C'est qui? Ben, c'est tout simplement les pierres qui sont dans le filet. C'est elles qui ont fait un travail pour toi. Alors, cette capacité à fournir un travail, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Donc, les pierres qui sont dans le filet, en tombant sous l'effet de la gravité, elles ont fourni un travail, c'est-à-dire qu'elles ont pu tirer les pierres qui sont sur le plateau et tirer le plateau à l'intérieur de la grotte. Donc c'est ça qu'on appelle alors d'abord le travail. Le travail, c'est tirer ou pousser des objets. Donc par exemple les pierres qui sont sur un plateau, on veut les tirer à l'intérieur de la grotte. Et qui c'est qui l'a fait? Ben, ce sont d'autres pierres qui étaient en hauteur, hein, qui étaient dans un filet, et en tombant, c'est elles qui ont fourni le travail. Donc on dit qu'elles ont en elles-mêmes, ces pierres qui étaient en hauteur, elles ont en elles-mêmes la capacité à fournir du travail. Et cette capacité à fournir du travail, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Donc tout objet, solide ou être humain d'ailleurs, tout objet qui a cette capacité à fournir du travail, on dit qu'il contient de l'énergie. Donc toi, par exemple, lorsque tu pousses quelque chose, ben, tu as de l'énergie parce que tu es capable de fournir un travail sur... par exemple, si tu veux pousser une brouette, d'accord, ben, tu fournis un travail, donc tu contiens de l'énergie. Ok. Donc en fait, l'énergie, c'est tout simplement du travail qui a été stocké dans quelque chose ou quelqu'un. Ok. C'est du travail en réserve, on pourrait dire, en quelque sorte, hein. Plus j'en ai, plus je serai capable de faire un travail, c'est-à-dire trimballer des objets, les pousser ou les tirer sur une certaine distance. Donc définissons proprement ce qu'on appelle le travail. Alors le travail, W, en anglais c'est work, ben, c'est quand tu déplaces un objet, quand tu le pousses, quand tu le tires, sur un certain déplacement, sur une certaine distance. Donc W est égal à quoi? Ben, W égale, donc W qui s'exprime en joules, hein, un travail s'exprime en joules, c'est la force avec laquelle tu pousses et tu tires l'objet, la force qui s'exprime en newton, hein, fois le déplacement de cet objet qui se mesure en mètres. D'accord? Donc finalement, un joule c'est quoi? Un joule de travail, ben, c'est 1 newton fois 1 mètre. Alors, je t'ai dit que la force, ça se mesurait en newton. Comment on fait pour mesurer des forces? On les mesure tout simplement quand tu forces quelque chose, ben, parfois tu peux le déformer. Donc c'est le cas d'un ressort. Si tu pousses sur un ressort, si tu tires sur un ressort, tu le déformes. Donc une force, ça se mesure avec un ressort tout simplement, hein. On mesure une force grâce à ce qu'on appelle un dynamomètre qui mesure la déformation d'un ressort. Ok. Et l'unité qui a été choisie, c'est Newton, en l'honneur d'un physicien anglais qui a travaillé sur les forces. Ok. Donc travail égale force fois déplacement. Donc plus tu forces, d'accord, plus tu dois forcer. Par exemple, tu dois soulever des haltères de plus en plus lourds, tu forces de plus en plus, mais ton travail est de plus en plus important. Et puis si tes haltères, tu dois les soulever sur 1 centimètre, tu sens bien que c'est pas pareil si tu les soulèves sur 1 mètre. D'accord. Donc plus le déplacement est important, et plus le travail est aussi important. Donc finalement, le travail il dépend des deux choses, à la fois de la force avec laquelle tu dois pousser ou tirer un objet, mais également du déplacement sur lequel tu déplaces ton objet. D'accord. Donc ça dépend de deux choses, c'est pour ça qu'on fait un produit ici, on fait une multiplication entre la force et le déplacement. Comme ça, on tient compte des deux à la fois. Ok. Donc, prends un exemple, un autre exemple. Imagine que tu veuilles pousser un skateboard, d'accord? Ben, le skateboard est tout petit. Si tu veux pousser un camion, c'est pas pareil. Tu vas forcer beaucoup plus sur le camion. Donc la force n'est pas la même. Et maintenant, si tu veux forcer sur un camion sur 1 centimètre et si tu veux forcer sur un camion sur 1 mètre, ben, tu vas pas déplacer le même travail non plus. D'accord?
Ce sera plus difficile sur 1 mètre que sur 1 centimètre. Donc ça dépend à la fois de la force, hein, avec laquelle tu dois pousser et le déplacement. Voilà ce qu'on appelle le travail. Okay, donc exemple 1, pour labourer un champ, bah, tu pousses une charrue sur une certaine distance. Donc tu exerces une force sur la charrue, même si tu te fais aider par un cheval ou un animal, d'accord, tu dois quand même pousser, et tu dois pousser sur une certaine distance. Donc il y a la force et il y a le déplacement. Exemple numéro 2, si tu veux moudre du grain, comme on le faisait à l'époque, d'accord. Donc là, tu vois, tu as 2 gars qui forcent sur les barres, donc ils poussent, et en poussant, ils bougent aussi, d'accord. Donc il y a un déplacement. Donc il y a bien un travail, parce qu'il y a une force et un déplacement. Okay, et ce travail se mesure en faisant la force fois le déplacement. Alors, le problème, c'est que, tu vois, ces amis force, mais nous, on a décidé, depuis qu'on connaît la physique, on s'est dit, mais ça serait bien si on forçait beaucoup moins, si on faisait, ce travail était effectué par autre chose que par nous-mêmes. Donc c'est pour ça que, depuis la nuit des temps, l'homme cherche des astuces pour éviter de travailler. D'accord, il veut faire en sorte que une autre machine ou un autre objet fasse le travail à sa place. Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure. Donc imagine, tu as la pierre suspendue à une poulie, d'accord? Ben, c'est elle qui va faire le travail. Parce qu'en se laissant entraîner par la gravité, du coup, elle va entraîner avec elle tout ce qui est relié à elle. Par exemple, d'autres pierres, etc. D'accord? Donc la pierre soumise à la gravité fait le boulot à notre place. Donc la pierre possède cette capacité à faire du travail. On dit qu'elle contient de l'énergie. Donc voilà la définition précise de ce qu'on appelle l'énergie. Maintenant, on va dire que l'énergie, contenue dans un objet, c'est sa capacité à fournir du travail, c'est-à-dire à pousser ou à tirer un autre objet. Okay, donc c'est bien la capacité à fournir du travail. Voilà ce qu'on appelle l'énergie. Alors évidemment, si la pierre au départ elle est au sol, ben, elle ne va pas pouvoir fournir un grand travail, d'accord? Pour qu'elle fournisse du travail, il faut qu'elle soit en altitude et pour qu'elle puisse tomber, d'accord? Donc plus elle est haute, plus elle pourra fournir du travail. Donc plus elle est haute, plus elle contient d'énergie. Okay, donc l'énergie qui est stockée dans cette pierre en raison de son altitude, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle gravitationnelle. Alors, pourquoi potentielle et pourquoi gravitationnelle? Alors, potentielle, j'expliquerai plus tard, mais gravitationnelle, c'est tout simplement parce qu'au départ, la pierre, elle était au sol, il a fallu que je lutte contre la gravité, d'accord, pour qu'elle soit élevée, pour qu'elle soit en altitude. Elle n'est pas arrivée en altitude par hasard, d'accord? C'est soit moi qui l'ai élevée, soit c'est la nature qui l'a élevée. Mais de toutes les façons, que ce soit moi ou que ce soit la nature, il a dû falloir lutter contre la gravité pour l'élever à une certaine altitude. Et pour faire en sorte qu'elle contienne du coup de l'énergie. Donc en fait, elle contient certes de l'énergie une fois qu'elle est en altitude, mais au départ, il a fallu lui fournir du travail, si tu veux. Donc il a fallu au départ fournir du travail sur cette pierre pour qu'elle contienne de l'énergie. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, l'énergie c'est quoi? C'est du travail qui est stocké. Il a fallu que moi je dépense du travail, par exemple, pour l'élever, et ce travail, bah, du coup, maintenant, il est stocké dans cette pierre. Et on appelle ça l'énergie gravitationnelle, l'énergie potentielle gravitationnelle. Okay, donc on n'a pas rien sans rien, c'est-à-dire que pour qu'elle ait de l'énergie, cette pierre, il a fallu au départ effectuer un travail. Mais maintenant qu'elle est en altitude, ben, c'est elle-même qui peut fournir un travail. C'est elle-même qui va pouvoir libérer entre guillemets son énergie, d'accord. Et au fur et à mesure qu'elle va effectuer du travail, cette pierre ben, elle va perdre son énergie puisqu'elle va tomber, donc son altitude va diminuer. Et du coup, elle perdra son énergie, mais elle aura fourni du travail en attendant. Okay, donc c'est ce qui est marqué ici. Pour qu'un objet possède de l'énergie potentielle, gravitationnelle, hein, il faut l'avoir préalablement soulevé. C'est-à-dire qu'il a fallu au départ lutter contre la gravité, le soulever, ce qui requiert un travail soit de notre part, soit de la nature. Alors évidemment, c'est préférable que ce soit la nature qui ait soulevé l'objet à notre place. Parce que finalement, si c'est nous qui soulevons l'objet, c'est nous qui fournissons le travail, c'est nous qui perdons notre énergie. Et notre énergie, on la donne à qui? On la donne à la pierre qui est en altitude. Après, certes, cette pierre peut nous restituer l'énergie, mais si tu fais le bilan, ben, tu as donné de l'énergie à la pierre et la pierre te l'a restituée. Donc finalement, le bilan est nul. Donc ça serait mieux si, à notre place, ce soit la nature qui ait au départ soulevé la pierre. Okay, prenons un exemple. Par exemple, là, tu as un barrage. Okay, donc le barrage avec un lac qui est derrière. Donc le lac, il est en altitude. Donc si en altitude, il va pouvoir, sous l'effet de la gravité, il va pouvoir s'écouler. L'eau va pouvoir s'écouler. D'accord. Donc l'eau qui est en altitude contient de l'énergie. Donc là, on voit que l'eau va tomber sous l'effet de la gravité. D'accord. Donc son énergie va diminuer, mais du coup, elle va pouvoir fournir un travail, cette eau. Elle va pouvoir fournir un travail sur la turbine.
Elle va pouvoir exercer une force sur la turbine. Ok. Donc, et cette turbine qui va tourner va produire de l'électricité après. On verra comment. Mais tu as bien compris que le lac qui est en altitude, il n'est pas venu là par hasard. Et ce n'est pas les êtres humains qui ont élevé en altitude l'eau du lac. Là, ici, c'est le soleil. Hein, c'est le soleil qui fait évaporer l'eau et qui la met en altitude, si tu veux. D'accord. Donc, merci pour le soleil, parce qu'il nous permet, il nous permet d'avoir de l'énergie potentielle stockée dans ce lac. Ok. Et c'est cette énergie potentielle dont on va se servir pour faire fonctionner la turbine, hein, parce que comme je te l'ai dit, l'eau du lac va tomber par gravité et pousser les pales de la turbine, exercer une force sur la turbine et donc exercer un travail sur la turbine. Alors, autre exemple d'énergie potentielle, tu as un ressort, par exemple, au départ, tu vois, tu as un ressort qui est détendu complètement, il est à l'équilibre, hein, il est dans sa position préférée, il est tranquille, son énergie potentielle est nulle, d'accord. Donc, c'est-à-dire que nul, ça veut dire qu'il ne contient pas de capacité à fournir du travail. Il ne peut rien tirer, il ne peut rien pousser pour l'instant. Par contre, imagine que moi, je le tire. Donc, j'exerce une force de traction sur ce ressort. Alors déjà, j'ai du mal, hein, parce que le ressort, il veut me rappeler. Il veut me rappeler à l'équilibre. Donc, il exerce lui-même une force de rappel au fur et à mesure que moi, je le tire. D'accord. Donc, je dois lutter. Je dois lutter contre cette force de rappel. Tout comme tout à l'heure, je parlais des pierres, qui étaient en altitude, j'ai dû lutter contre la force de gravité. Et en luttant, ben, j'ai fourni un travail, j'ai donné de l'énergie à la pierre. Ben là, c'est la même chose. Je lutte contre une force de rappel. Ben, quand je lutte contre quelque chose, c'est que je donne à ce quelque chose de l'énergie. Okay. Donc là, je donne de l'énergie potentielle au ressort. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est tiré, le ressort, il a bien de l'énergie. Et effectivement, si j'enlève ma main et que je remplace ma main par des haltères, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le ressort étant tiré, et il est sous tension, d'accord? Il va pouvoir revenir, il va pouvoir rappeler les haltères et les remettre et redevenir à la position d'équilibre. Le ressort qui était tendu va se remettre en position d'équilibre. Mais en faisant ça, il va entraîner les haltères avec lui. Donc il va exercer, le ressort va bien exercer un travail sur les haltères. Donc tu vois, le ressort contient bien de l'énergie potentielle puisqu'il est capable d'effectuer un travail sur les haltères. Okay, donc, et en fournissant ce travail, son énergie potentielle va diminuer au fur et à mesure qu'il se rapproche de sa position d'équilibre. Okay. Donc on répète, le ressort au départ il n'a pas d'énergie, okay, il ne peut rien faire, il ne peut ni tirer ni pousser. Moi je fournis un travail sur le ressort, donc je lutte contre une force de rappel, et en fournissant du travail sur ce ressort, je lui donne de l'énergie. Hein, de l'énergie, puisque maintenant il est tendu. Et maintenant qu'il est tendu, il peut revenir, il peut se redétendre, et en se détendant, il va exercer un travail sur les haltères. Okay, donc il va perdre son énergie au fur et à mesure, et en fournissant du travail, tout en fournissant du travail. Okay, donc c'est bien l'énergie du ressort, c'est bien sa capacité à travailler. Il travaille puisqu'il tire les haltères, il exerce une force de rappel sur les haltères. Okay. Donc tu vois, cette notion de tension là, elle est importante. Hein. On a tiré, on l'a mis sous tension, ok, donc, et on lui a fourni l'énergie. Donc quelque part, la tension et l'énergie, ce sont deux notions qui sont assez similaires. Hein. Donc on le verra après lorsqu'on va parler de l'électricité. Hein. Donc la tension et l'énergie, c'est quasiment la même chose. Alors, voyons l'exemple d'un ressort. Donc un ressort dans une montre. Donc ce que tu fais, c'est que tu fournis un travail au ressort. En tournant le petit bouton, en fait, tu recharges le ressort en énergie, si tu veux. Et ensuite, ce ressort, une fois qu'il est chargé en énergie, il peut libérer cette énergie en travail, c'est-à-dire en poussant des roues dentées, par exemple. Hein. C'est comme ça que marche une montre, les montres anciennes. Alors, on a vu l'énergie potentielle gravitationnelle, on vient de voir l'énergie potentielle qu'on appelle élastique. Élastique parce qu'un ressort, c'est élastique. Ok, maintenant, parlons d'une autre forme d'énergie, mais avant, on va regarder cette animation sur l'électricité. Donc, on va voir maintenant la notion d'énergie électrique, énergie potentielle électrique. Tout d'abord, prenons un ballon qui est électriquement neutre, hein, il y a autant de plus que de moins. Un pull qui est aussi électriquement neutre, tu vois qu'il y a autant de plus que de moins. Hein. Par contre, si je frotte le ballon contre le pull, tu vois, j'arrache les électrons du ballon. Hop, là, je prends beaucoup d'électrons. Hop, je prends tous ces électrons, tiens, je prends tous ces électrons qui sont là. Donc, il est chargé en électrons, du coup, alors que le pull est chargé positivement, tu vois. Donc, on a des charges plus d'un côté, des charges moins de l'autre. Okay. Et mais ce qui se passe, c'est que si je laisse le ballon, hop, il est automatiquement attiré par le pull. Okay. Alors au départ, tu vois,
le ballon, quand j'ai frotté, j'ai dû le séparer du pull, d'accord? Et en le séparant, j'ai dû lutter contre une force d'attraction, parce que là, il est attiré, tu vois? Donc, c'est-à-dire que si je le mets vers la droite, ben, je dois lutter contre une force d'attraction. Donc moi, je fournis, en faisant ceci, je fournis un travail au ballon, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges moins, tu vois, se remplissent d'énergie. La preuve, c'est que là, hop, ça revient vers sa position d'équilibre. C'est un peu comme le ressort avec tout à l'heure, hein. Là, je lutte, tu vois, je lutte contre la force d'attraction qui lie le plus et le moins. D'accord? Et maintenant, si je lâche le ballon, imaginons que le ballon soit attaché à des haltères, tu vois, le ballon pourrait entraîner des haltères avec lui, pourrait fournir un travail. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que les charges moins, finalement, sont chargées en énergie. Ok? Puisqu'elles peuvent fournir du travail, tu vois, elles peuvent, en revenant vers sa position d'équilibre, en revenant vers le pull, le ballon pourrait entraîner avec lui une charge, un éléphant, un mammouth ou je ne sais quoi. D'accord? Donc il pourrait fournir un travail. Ok? Donc il y a bien une énergie qui a été donnée au ballon et on appelle cette énergie, alors on ne va pas l'appeler énergie élastique, hein, mais c'est un peu comme l'énergie élastique du ressort tout à l'heure. Là c'est un peu comme si tu vois, c'est un peu comme si tu avais un ressort entre le plus et le moins là, et plus tu tends le ballon vers la droite, plus tu l'amènes vers la droite, plus le ressort est tendu. Et plus il est tendu, finalement plus tu dois lutter, et donc du coup plus tu travailles, donc plus tu fournis de l'énergie. Ok? Donc voilà, donc alors, il y a une autre chose à remarquer, c'est que maintenant, regarde, je rapproche le ballon du mur. Le mur, il est neutre au départ. Mais est-ce que tu vois que les électrons du mur sont déplacés? Ils sont déplacés vers l'extérieur? Enfin, vers l'intérieur plutôt du mur. Donc en fait, ce sont les électrons de mon ballon qui repoussent les électrons du mur. Donc tu vois, on a moins qui repoussent moins. Alors que là, on a moins qui attirent plus, hein. Le pull et le ballon sont attirés, alors que là, tu vois, le ballon repousse les moins. Du coup, la surface du mur, elle est positive, et du coup, eh bien, le ballon est attiré par le mur. Moins du ballon attiré par les plus qui sont ici du mur. Okay. Donc, si on résume, donc on va résumer en disant quoi? En disant que l'arrêt de l'attraction et de répulsion des charges électriques, c'est la suivante, c'est que le moins est attiré par le plus, comme on l'a vu, et le moins repousse le moins. Okay. Donc, si on reprend cette image, au départ, on a, par exemple, dans un atome, on a un plus au milieu, dans le noyau, et on a un moins qui gravite autour. Okay. Ça, c'est l'image idyllique, c'est l'image où tout est à l'équilibre, si tu veux, où l'électron, il est tranquille, il est proche de son noyau, un peu comme tout à l'heure, quand le ressort, il était tranquille, tu vois, on ne l'avait pas embêté. Mais là, c'est la même chose. On a une charge plus et une charge moins qui sont l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas de tension entre les deux, tu vois, on est à l'équilibre. On dit que l'énergie potentielle de l'électron, elle est nulle. Pourquoi? Parce que l'électron, il fait du travail, là. Tu as voulu attacher un éléphant, le moins, il reste à sa position d'équilibre. Il va pas plus proche du noyau qu'il est déjà. Ok. Alors maintenant, imagine que tu tires l'électron, tu tires la charge moins vers l'extérieur. D'accord. Donc tu dois exercer une force de traction. Cette force de traction, elle est là pour lutter contre la force d'attraction, la force électrique. Le moins est attiré par le plus. Mais toi, tu veux le tirer vers l'extérieur. Donc, tu exerces cette force de traction qui est dans le sens opposé de la force électrique. Donc, c'est comme tout à l'heure avec les pierres, tu luttais contre la gravité, mais là, tu luttes pas contre la gravité, tu luttes contre une force électrique. Donc, tu exerces un travail, enfin, ceci, tu exerces un travail sur l'électron. D'accord. Et si tu exerces un travail, du coup, tu lui fournis l'énergie. Ok. Pourquoi? Parce que maintenant, si tu enlèves ta main, c'est pareil, hein. L'électron, il va tomber il va se rapprocher de la charge plus, ok? Et en se rapprochant de la charge plus, il pourrait entraîner avec lui des haltères, un éléphant ou que sais-je. D'accord? Donc l'électron pourrait fournir un travail. Donc quand on a quand on a fait ce travail sur l'électron, on lui a fourni de l'énergie potentielle, ok? On appellera cette énergie potentielle électrique du coup, puisque c'est pas contre la gravité c'est pas contre la gravité qu'on lutte, hein, c'est contre la force électrique. D'où le nom énergie potentielle électrique, ok? Et une fois qu'on a libéré l'électron, pouf, il peut lui-même fournir du travail puisqu'il contient cette énergie. Il libère son énergie, il fournit du travail en entraînant avec lui. Si on attache autour de lui une corde et qu'on met comme je disais, un éléphant accroché, il entraîne avec lui l'éléphant. Okay. Donc cette séparation des charges, on appelle ça également une tension, d'accord? On a mis une tension c'est comme si en fait le plus et le moins étaient reliés par un ressort qui était sous tension, une fois qu'on les a séparés l'un de l'autre. Okay.
Donc en gros, on peut dire que l'énergie potentielle qu'on a donnée à l'électron, c'est aussi la tension, c'est la même chose, hein. Énergie potentielle ou tension électrique. Alors maintenant, si imagine que tu mets cette charge moins, tu ne mets pas une corde autour du cou, mais imagine que cette charge moins, tu la déposes sur une plaque métallique, comme ici. Et la charge plus, elle est sur une autre plaque métallique. Alors tu vois que le moins est attiré par le plus, il voudrait retourner vers le plus. Il peut pas là, il peut pas parce que entre les deux, il y a de l'air. Et les électrons, ils ne se déplacent pas dans l'air, d'accord? Ils ont du mal à se déplacer dans l'air. Donc ce qui fait, c'est que si on relie ces deux plaques par un fil de cuivre, tu vois, qui est ici, là, hop, qui revient, ben, l'électron, hop, il va parcourir le sens là. Il va revenir vers la charge plus. Ok. Donc il va avoir un mouvement de l'électron, c'est ce qu'on appelle un courant électrique, hein. Un courant électrique, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un déplacement d'électrons, d'électricité. Le courant électrique, tu vois, il est dû à quoi? Ben, il est dû au fait que, au départ, on a séparé le plus du moins. Donc, c'est parce qu'il y a une tension entre les deux, entre le plus et le moins, c'est parce qu'il y a une tension qu'il va y avoir un courant électrique. S'il n'y avait pas la tension, d'accord, si la tension était nulle, ben, l'électron il se précipiterait pas vers le plus. Donc il n'y a pas de courant. Là, comme il y a une tension, parce qu'on les a séparés, les deux charges, ben, du coup, l'électron, il n'a qu'une envie, c'est rejoindre la charge plus. Et en le rejoignant, ben, il gagne de la vitesse, ok, et hop, il rejoint sa charge plus. C'est ce qu'on appelle un courant. Un courant, donc, c'est un mouvement d'électricité. Mais encore une fois, ce mouvement n'est dû qu'au fait qu'au départ, il y a eu une tension, il y a une séparation des charges. Okay. Donc s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de courant. Okay. Il faut qu'il y ait absolument une tension au départ pour qu'il y ait un courant électrique. Alors là, on a fait un truc particulier, c'est qu'on n'a pas mis qu'un fil de cuivre, on a mis une bobine de cuivre, tu vois. D'accord. Et on vient de créer ici ce qu'on appelle un moteur électrique. Mais déjà, on va résumer tout ce qu'on vient de dire. Alors, on a dit jusqu'à présent qu'un objet contenu de l'énergie potentielle, elle est de trois types, hein. Soit gravitationnelle, parce que j'ai lutté contre la gravité, soit élastique, parce que j'ai lutté contre une force de rappel élastique, soit électrique, parce que j'ai lutté contre une force électrique. D'accord? Donc un objet contient de l'énergie potentielle. Si on a dû lutter au départ contre une force, soit la gravité, soit la force de rappel, soit la force électrique, pour déplacer cet objet de sa position d'équilibre, c'est-à-dire sa position de repos. Autrement dit, au départ, l'objet, il est content, il est dans sa position de repos. Toi, tu luttes contre une force pour l'éloigner de sa position d'équilibre. En faisant ça, donc tu fais un travail, parce que tu forces, d'accord? Tu forces et tu fais un déplacement, donc tu travailles sur cet objet. Mais du coup, puisque tu exerces un travail, tu le charges en énergie, ok? Et une fois qu'il est chargé en énergie, et bien du coup, si tu laisses tomber, si tu enlèves ta main, ben, c'est l'objet lui-même qui est chargé en énergie qui peut fournir ou restituer un travail. Il peut entraîner avec lui une charge, ok? Ça, c'est la première possibilité. Ou alors, il peut tout simplement, ben, sans même entraîner de charge avec lui, il peut accélérer, tu vois, la charge moins, là, une fois qu'elle est libérée, hop, elle va augmenter sa vitesse, elle va accélérer, parce que la chose qu'elle désire le plus, c'est rejoindre la charge plus. Ok? Donc, le travail qui a été stocké dans mon objet, il peut être restitué, soit en entraînant une charge, soit en gagnant en vitesse, si tu veux, d'accord. Et il va revenir à la fin vers sa position d'équilibre. Expliquons maintenant le principe d'un moteur. C'est très simple, un moteur électrique. Tu as un fil de cuivre, une bobine de cuivre, comme tu la vois ici, tu vois, qui est traversée par un courant, puisqu'on a relié une pile, tu vois. Alors une bobine qui est traversée par un courant, il faut savoir qu'elle se comporte comme un aimant. Elle a un pôle nord et un pôle sud, comme un aimant. Alors du coup, si en dessous de cette bobine, tu mets des vrais aimants, d'accord, eh bien, le pôle nord des vrais aimants va repousser le pôle nord de la bobine. Et du coup, ça va la mettre en mouvement, cette bobine. Tu as donc un mouvement de rotation, hein, c'est ce qu'on appelle le moteur électrique. Donc, regardons une animation. Donc, j'approche un aimant de ma bobine, et tu vois que la bobine se met à tourner. On vient de fabriquer donc un moteur électrique. C'est tout bête, tu vois. Donc tout à l'heure, on a dit que pour avoir une tension électrique entre une charge plus et une charge moins, il fallait les séparer. Alors évidemment, on ne va pas les séparer à la main. Ce qu'on va faire, c'est que tu vois, on va prendre ici un rouleau qui est ici, qui est décrit ici, et on va prendre une petite brosse métallique, d'accord, qui va arracher les électrons au rouleau. Donc les électrons, c'est les charges moins. Donc les électrons, hop, ils s'en vont sur cette sphère-là. Et du coup, comme le rouleau, du coup, on lui a enlevé ses électrons, il est du coup chargé positivement. Il a un excès de charge plus. Ces charges plus sont emportées par cette courroie 4,
qui les amène tout en haut, tu vois, de notre rouleau, et qui sont emportés par un autre balai ici, qui va les arracher, ces charges plus, et qui va les distribuer sur cette grande sphère. Donc finalement, à la fin, on a un excès de charge plus sur la grande sphère, un excès de charge moins sur la petite sphère. Donc on a une bien séparation de charge, et donc on a bien une tension électrique. Donc ces électrons qui sont ici, ils n'ont qu'une envie, c'est de rejoindre la charge plus. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas les rejoindre. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air entre. Et l'air, c'est un isolant, un très bon isolant. Alors, sauf si la tension électrique entre les deux est suffisante, d'accord? À ce moment-là, les électrons pourront rejoindre les charges plus et traverser l'air. Tu vois? Donc la tension sera suffisante uniquement si on a accumulé suffisamment de charge moins là et suffisamment de charge plus ici. Hein, parce qu'à ce moment-là, si tu as trop de charge moins, ben, les charges moins, elles se détestent entre elles. Donc cet électron qui est ici, tu vois, il est entouré que par des copains qui disent mais va-t'en de là, on veut pas de toi. D'accord? Alors que ceux qui sont en face, ils disent mais nous aussi, on veut de toi, on est positif. D'accord? Donc si la tension est suffisante, hein, donc s'il y a un excès de charge important ici, un excès de charge important ici, à ce moment-là, la tension sera suffisante et du coup, les charges négatives ici auront suffisamment d'énergie pour effectuer le trajet dans ce sens-là. Okay, du coup, on aura un arc électrique qui va être créé entre les deux. Hein. Cet arc, c'est en fait un courant électrique, c'est les charges moins qui rejoignent tout simplement la charge plus. Alors, parlons un peu plus de cette tension électrique. Alors, tu vois, là, les charges moins se sont accumulées sur cette petite sphère. Et tu vois, au fur et à mesure qu'elles s'accumulent, c'est de plus en plus difficile pour elles de s'accumuler. Pourquoi? Parce que la charge qui arrive ici, là, elle voit toutes ces autres charges négatives, elle veut être repoussée, d'accord? Or, ben, elle n'a pas le choix, en fait, puisqu'on lui impose, on lui dit, ben oui, mais on t'a arraché au rouleau, donc t'as pas le choix, c'est d'aller là. D'accord? Donc on la force quelque part à aller sur la sphère, cette sphère-là. Elle n'a pas envie d'y aller, mais on la force. Du coup, ben, elle se charge en énergie. D'accord? On effectue un travail sur elle, elle se charge en énergie potentielle. Alors l'énergie potentielle, on va l'appeler maintenant cette fois potentielle. Hein. On va tomber le mot énergie, on va l'appeler potentielle. Du coup, tu vois, sur cette sphère 8, on aura un potentiel électrique qui sera très important. Alors comme c'est des chargements, on va dire que le potentiel est négatif. Hein. Et on va mettre ici, tiens, par exemple, moins 2000 volts. 2000 volts, c'est important. Ça veut dire que on a dû beaucoup travailler pour amener cette charge-là sur cette sphère-là. Et oui, parce qu'il faut vraiment, il faut lutter contre les forces des autres électrons. Hein. Donc si tu vois, on a cet exemple ici, là, tu vois, avec cette petite main, tu vois, on a deux électrons. D'accord? Si tu veux ramener un électron près d'un autre électron, ben, il y a une force électrique qui pousse cet électron-là vers la droite, d'accord? Donc l'électron, il ne veut pas rejoindre l'autre électron. Donc pour cela, il faut exercer une force de compression pour l'amener près de cet autre électron. Donc si moi j'exerce une force de compression, donc je travaille, et en travaillant, je donne de l'énergie à cet électron-là, de l'énergie potentielle, qu'on va appeler tout simplement potentiel maintenant. Donc on fournit, donc cet électron se charge en potentiel, d'accord? Et si finalement, j'ai pas qu'un seul électron, mais si je dois amener cet électron-là plein d'une ruche d'électrons, je dois forcer énormément, d'accord? Donc j'augmente ma force de compression, du coup j'augmente mon travail, du coup j'augmente mon énergie potentielle, et du coup mon potentiel augmente. Ok? Donc c'est le cas ici, tu vois, il y a beaucoup d'électrons, et si je veux amener un petit électron ici sur une boule chargée déjà en électrons, ben, il va falloir beaucoup travailler, hein. Il va falloir essayer de comprimer cet électron pour l'amener sur la sphère, et ça demande du travail, donc du coup, on charge notre petit électron, on le charge en énergie, et du coup, toute notre sphère, là, elle est chargée en énergie potentielle, hein, ou tout simplement en potentiel. On met un signe moins juste devant pour rappeler qu'on on l'a chargé en électrons, d'accord? Donc on a un potentiel extrêmement important, hein, ici. De la même façon, ici, sur la boule, ici, la grande boule, la grande sphère, on a un potentiel important. Alors, on met un signe plus ici pour dire qu'on a chargé positivement. Donc, on va dire qu'on a 2000 volts là, alors qu'ici, on a mis moins 2000 volts. Et là, c'est le même raisonnement, tu vois. Les charges plus qui arrivent là, tu vois, qui arrivent sur la grande sphère, ben, c'est difficile de les amener sur la grande sphère. Pourquoi? Elles n'ont pas envie d'y aller. La charge plus qui est ici, elle ne veut pas aller sur la grande sphère. Ben, pourquoi? Parce que sur le dessin, on le voit bien. Deux charges plus se repoussent. D'accord? La force électrique, tu vois, a tendance à aller à faire cette charge plus, à la faire aller vers la droite. Donc je suis obligé de comprimer ma charge plus vers la gauche. D'accord? C'est pas moi qui comprime avec la main, hein, c'est la courroie, tu vois, qui est entraînée par un moteur qui amène ma charge plus sur la sphère. Donc, mais finalement, c'est difficile, hein, donc il faut exercer un travail sur cette charge plus, donc il faut la charger en énergie potentielle, c'est-à-dire en potentiel, et du coup, le potentiel sera important. Ok. Donc tu comprends maintenant pourquoi on a des potentiels
important ici et important ici, hein, tout simplement parce qu'on a dû forcer, on a dû lutter ici pour amener cet électron-là sur la sphère, et là on a dû lutter pour amener cette charge plus sur cette sphère-là aussi. Hein, d'où les potentiels importants. Donc du coup on a bien une différence de potentiel, ici on a un potentiel positif, on a du plus, ici on a un potentiel négatif quand on a du moins, et du coup cette différence de potentiel fait que les électrons naturellement ils auront tendance à vouloir aller vers la charge plus, hein. Ils vont vouloir libérer entre guillemets transformer leur énergie potentielle en travail. D'accord? Donc du coup, si on résume, on a un potentiel positif parce qu'on a des charges plus ici. Alors ce potentiel est positif, il est positif parce qu'on a des charges plus, mais aussi il est grand parce que du coup on a dû lutter, hein, pour amener ces charges plus là. Et là on a un potentiel négatif parce qu'on a des charges moins. Et pourquoi il est important? Mais parce qu'on a dû lutter pour amener les électrons, pour les amener sur cette sphère-là. Ok, donc on a un grand potentiel positif, un grand potentiel négatif ici. Donc on a une différence importante de potentiel. Ok, et du coup, ben, les charges moins n'ont qu'une envie, c'est de retrouver les charges plus, ok. Du fait de cette différence de potentiel, ça va être possible, ok. Parce que du coup, les électrons qui sont là, ils se disent, ah, un électron qui se trouve ici, ben, tu vois, il est poussé en quelque sorte par ses copains là, négatifs, qui disent, nous on veut pas de toi, hein. Donc ce qu'on appelle tension là, ça va être la différence de potentiel, donc là ça va être 2000, moins 2000, ça fait 4000 volts, ok. Plus la tension est importante, plus le courant entre les deux sera important, ok. Alors si on reprend l'exemple ici avec Fred qui touche le générateur, tu vois, donc sur la boule tu as des charges plus. Fred, du coup, en touchant la boule, il se charge en charge positive, du coup ses cheveux se repoussent, d'accord, mais du coup il est à un potentiel élevé, hein, puisqu'il s'est chargé en plus, donc tous les plus détestent, hein. Donc il y a une forte énergie potentielle dans ses cheveux, ok. On dit que son corps a donc un haut potentiel électrique, on va dire par exemple plus 10 000 volts, ou plus 2000, hein, comme tout à l'heure, parce qu'il y a une forte concentration d'électricité positive et toutes ces charges se détestent. Ok. Or, la Terre, elle n'est pas chargée, hein, elle est neutre, donc le potentiel de la Terre est égal à 0, parce qu'il n'y a pas d'excès de plus, il n'y a pas de séparation de plus et de moins sur la Terre. Donc on a une différence de potentiel entre les cheveux de Fred et la Terre. Donc on a bien une tension entre Fred, les cheveux de Fred, et la Terre. Seulement, même si on a une différence de potentiel, bien, tu vois, Fred est protégé par du bois, là, qui est un isolant, donc les charges plus ne peuvent pas retourner vers la Terre. Ok, elle voudrait bien, hein, tu vois, un plus de ses cheveux-là se dit, il voudrait bien retourner parce qu'il est poussé par les autres plus vers la Terre. Seulement, il ne peut pas rejoindre la Terre à cause de ce bois qui est un isolant. Ok, donc même si on a une différence de potentiel de 10 000 volts entre ses cheveux et de 0 entre la Terre, donc 10 000 moins 0, ça fait 10 000 volts, c'est la tension entre Fred et la Terre, même s'il y a une grande tension élevée, d'accord, entre lui et la Terre, ben, ça ne suffit pas pour qu'il y ait un courant électrique puisqu'il y a un isolant entre les deux. Ok. Alors maintenant, dès qu'il touche le sol, hein, dès qu'il se met sur une plateforme qui est métallique, tu vois, à ce moment-là, les charges plus, elles ont un conduit pour aller directement vers la Terre. Et du coup, on a un fort courant électrique et Fred se prend une châtaigne. Ok. Donc pour qu'il y ait un courant électrique entre deux points, il faut donc au départ une tension électrique entre ces deux points, mais il faut également qu'il y ait un conducteur, hein. S'il n'y a pas de conducteur, il se peut que la tension électrique, même si elle est grande, ne suffise pas pour générer un courant. Alors une fois que Fred il s'est vidé de toutes ses charges plus qui sont en excès, bah, du coup il n'a plus de charge plus, donc son potentiel électrique redevient nul, comme la Terre, hein. La Terre elle a gagné peut-être des plus, mais elle est tellement large la Terre que tous les plus sont dispersés sur toute sa surface. Du coup sa concentration à charge plus est très faible, hein, et son potentiel du coup reste proche de zéro. Du coup la tension devient entre Fred et la Terre, c'est 0 moins 0, ça fait 0 volts. Du coup, Fred ne ressent plus de châtaigne parce qu'il n'y a plus de tension entre Fred et la Terre.